Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information, nous l'ouvrons par le Soudan du Sud, où l'ex-chef des rebelles Riek Machar est actuellement à Juba, dans la capitale du Soudan du Sud. Il y est donc après 2 années d'absence, ceci pour participer à une cérémonie justement pour la signature de l'accord de paix du Soudan du Sud. C'est un reportage de Junior Wafo. Pour la première fois depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud, soit en 2013, le chef de l'ex-rébellion Riek Machar est de retour à Djouba pour participer à la célébration de la signature d'un nouvel accord de paix. À la tête d'une petite délégation de laquelle est exclue sa garde rapprochée, l'ancien chef rebelle estime que la confiance doit être le socle de ce nouvel accord. Outre la confiance, M. Machar vient célébrer un traité qui fera de lui le vice-président de son grand rival Salva Kiir, actuel président du pays. Malgré tout, des inquiétudes demeurent chez les partenaires internationaux et médiateurs de la crise sud-soudanaise au sujet de la volonté réelle des deux protagonistes à collaborer. Car, faut-il le rappeler, la semaine dernière encore, Riek Machar faisait planer le spectre de son absence à la table des dernières négociations. Il réclamait à cet effet dans un courrier adressé au président Kiir la libération de tous les prisonniers politiques, la levée de l'état d'urgence ou encore la prise en charge effective de sa sécurité. Rappelons que les conflits au Sud-Soudan ont eu un impact catastrophique dans le pays, causant la mort de plus de 400 000 personnes, des milliers de déplacés et des régions du pays plongées dans la famine. En Mauritanie, le Premier ministre nouvellement élu, Mohamed Salem Béchir, a donc formé son nouveau gouvernement, ceci pour insuffler un sang neuf au régime en place et surtout pour le rebooster. C'est un reportage signé par Ali de Mahama. 23 nouvelles personnes issues du parti de la majorité font leur entrée dans le gouvernement mauritanien. Cette décision vient d'une proposition lue et approuvée par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Dans cette mouvance, on constate que le poste de ministre de la Défense nationale est occupé par Mohamed Ahmed Ould El Ghazouawi, général de division et par ailleurs proche du président de la République. Dans la même veine, l'ancien président du parti de l'Union pour la République, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, occupe un double poste, à savoir ministre de la Culture, de l'Artisanat, des relations avec le Parlement, mais aussi porte-parole du gouvernement. Il faut par ailleurs dire que le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir exerçait dans le pays comme administrateur directeur général de la Société industrielle des mines. Il exerçait aussi comme ancien ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. En Algérie, un nouveau président de l'Assemblée populaire nationale a donc été élu il y a seulement quelques jours. Et l'ancien président donc de cette Assemblée nationale refuse de céder sa place et proclame qu'il est toujours légalement en fonction. C'est donc une situation qui crée de la polémique au sein de l'Assemblée nationale. C'est du moins ce que nous fait savoir Lydia Ndédi dans ce reportage qu'elle signe. Un pays, 2 présidents, de fait, et un autre élu à l'Assemblée nationale algérienne. Le bras de fer se durcit entre le président de l'Assemblée populaire nationale APN et les membres de son parti, le FLN, Front national de libération nationale au pouvoir. L'Assemblée nationale algérienne a élu son nouveau président, mais le sortant en conflit ouvert avec la majorité parlementaire se proclame légalement toujours en fonction, laissant craindre un possible imbroglio institutionnel. Appelé à la rescousse, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a refusé d'arbitrer ce combat entre ses parlementaires qui en réalité étaient de trop pour lui. Il a fait comme si de rien n'était alors que les appels du président de l'Assemblée nationale sortant se voulaient pressants. Finalement, Mouad Bouchareb, à 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale APN par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de libération nationale, parti du chef de l'État, qui détient 161 des 462 sièges à la Chambre basse, Assemblée nationale. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique RND du Premier ministre Ahmed Aouia et par ceux
des autres partis de la majorité présidentielle. Le président sortant, Saïd Bouadja, 80 ans, lui-même membre du FLN, a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de la PN et a dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Selon la Constitution, le président de la PN est élu. Pour la durée de la législature, aucune procédure légale de destitution n'est prévue. Les députés de la majorité ont donc argué de l'incapacité de Saïd Bouadja à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner pour constater la vacance du poste. Depuis un mois, les Algériens ont assisté par médias interposés au passe d'armes entre Saïd Bouadja et ses détracteurs, une situation rare en Algérie où la discipline au sein de l'espatie unique et de l'appareil d'État est généralement la norme. Au Gabon, ce 29 octobre 2018, l'Union africaine a tenu une conférence de presse, ceci sur sa mission d'observateur pour le deuxième tour des élections législatives dans le pays. Des élections qui se sont donc tenues le 27 octobre 2018 sur l'ensemble du territoire gabonais. Et cette conférence de presse a eu lieu donc à Libreville. C'est un reportage de nos correspondants Fatih Raïna et Alénou Marcelin. Déployés dans toutes les provinces ont eu lieu le deuxième tour des élections législatives qui s'est tenu samedi 27 octobre dernier. La mission d'observation des élections de l'Union africaine, qui comprenait 30 observateurs déployés du 23 octobre au 2 novembre 2018 au Gabon, a animé ce 29 octobre à Libreville un point de presse pour faire une déclaration préliminaire sur l'observation du deuxième tour. D'une manière générale, en dépit des retards constaté à l'ouverture des bureaux de vote, l'organisation a connu une amélioration qui nécessite d'être consolidée. Au terme de son observation, la mission de l'Union africaine recommande au gouvernement de veiller à ce que le ministère de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des opérations électorales, en particulier en assurant la distribution du matériel électoral dans les délais raisonnables. De tout mettre en œuvre pour assurer une bonne sensibilisation des électeurs, gage d'une meilleure participation au scrutin. De mettre à la disposition du CGE les moyens nécessaires dans les délais raisonnables pour mener à bien ses missions. D'étudier la possibilité d'accréditer des observateurs nationaux. Notons que l'objectif général de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les législatives en République gabonaise est de contribuer à la consolidation des acquis démocratiques, de la paix et de la stabilité au Gabon en particulier et en Afrique en général. Ce déploiement réitère le mandat et l'engagement de l'Union africaine de promouvoir les valeurs démocratiques et la gouvernance sur le continent, conformément au cadre juridique en vigueur au Gabon, ainsi qu'aux dispositions régionales, continentales et internationales relatives aux élections démocratiques. Toujours au Gabon, ce 29 octobre 2018, le ministre de l'Eau et des Forêts, Jacques-Denis Tchanga, a donc annoncé la tenue de la deuxième édition de Gabon Hood Show. Cet événement donc se tiendra en juin prochain dans le pays d'Ali Bongo. C'est un reportage signé par nos correspondants Fatih Raïna et Alénou Marcelin. C'est ce mardi 29 octobre, en Coque, en présence du directeur général de GESE, M. Jasver Singh, et d'un parterre d'autorité, que le ministre des Eaux et Forêts, M. Jacques-Denis Tchanga, a annoncé la tenue de la deuxième édition de Gabon Wood Show prévue pour juin 2019. À cette occasion, le directeur général de GESE a tenu à remercier le ministre des Eaux et Forêts et l'ensemble des organisateurs pour le succès du Salon international du bois organisé à l'occasion de la première édition de Gabon Wood Show. Nous sommes ce matin sur ce site, comme le rappelait M. Jazir, pour envisager la deuxième édition du Gabon Wood Show. Plus de 47 participants qui sont dans l'industrialisation du bois et 14 pays étaient présents. Près de 3000 visiteurs. Et ce succès, qui est apparu évident, est aujourd'hui la motivation qui est la nôtre, à la fois le gouvernement gabonais
et nos partenaires d'envisager l'organisation le 24, 25 et 26 juin du deuxième Gabon Wood Show, la deuxième édition, qui aura certainement un succès beaucoup plus grand parce que cette première édition a permis de montrer le visage de la nouvelle industrialisation du bois au Gabon. Au-delà de l'industrialisation du bois au Gabon, c'est une ambition pour que l'Afrique puisse transformer ses produits et leur ajouter une valeur. Au finish, la rencontre de coqs qui a eu lieu ce jour a permis de valoriser davantage le bois gabonais, dont certaines essences sont des références à l'international. Au Cameroun, le Parlement a été convoqué par le chef de l'État, Paul Biya, ceci pour l'année législative en cours. Et donc, ce conseil qui a donc été convoqué par le chef de l'État se tiendra au mois de novembre 2018. Les raisons donc de cette convocation, c'est avec vous, Tony Michael Menga. Cette session ordinaire se tiendra le 2 novembre prochain à 11 h pour les députés de l'Assemblée nationale au Palais des Verts de Ngouaekele. Les sénateurs, pour leur part, se retrouveront le même jour à partir de 16 h au Palais de Congrès qui les accueille en attendant la construction de leur siège. Après l'ouverture solennelle, le prochain temps fort de la troisième session ordinaire sera la prestation de serment du président Paul Biya, réélu le 7 octobre dernier, pour un 7e mandat de 7 ans à la tête de l'État. La Constitution camerounaise, en son article 7, précise « Le président de la République prête serment devant le peuple. Le peuple est ici représenté par les députés. Seront également présents à la prestation du serment du président élu les sénateurs, les membres du Conseil constitutionnel et ceux de la Cour suprême, ainsi que des invités dont les membres du gouvernement et représentants du corps diplomatique des pays amis du Cameroun. C'est après cette prestation de serment que le président élu entrera officiellement en fonction pour un nouveau septennat. En attendant la cérémonie de prestation de serment, le bal de félicitations à Paul Biya, élu avec 71,28% des voix, se poursuit. Emmanuel Macron, le chef d'État français, a adressé toutes ses félicitations à son homologue camerounais avant d'exprimer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations anciennes de confiance et d'amitié entre le Cameroun et la France. Avant Macron, de nombreux chefs d'État, dont le Chinois Xi Jinping, le Sénégalais Macky Sall, le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Guinéen Alpha Condé, ont rallongé la liste de félicitations à Paul Biya pour sa réélection. Toujours au Cameroun, la Turquie a célébré il y a quelques jours seulement le 95e anniversaire de la République de son pays. Et donc au Cameroun, l'ambassade de la Turquie au Cameroun a offert un banquet à l'occasion. Et donc il a également profité, l'ambassade bien sûr, pour parler du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Notre correspondant Aboubacar Sidik depuis le Cameroun dans la ville de Yaoundé était invité à ce banquet. Son reportage. 95 ans de la proclamation de la République de Turquie, l'événement a été célébré avec faste dans le pays lundi 29 novembre, mais aussi à travers le monde, dont le Cameroun. À Yaoundé, c'est l'ambassadeur de Turquie au Cameroun qui a saisi cette occasion pour offrir une rencontre inoubliable à un parterre de personnalités venues de tous bords, dont les officiels du pays, avec en tête le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du monde islamique, Adoum Gargoum. Il y a 95 ans, a déclaré Murat Ulko, l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, 95 ans que son pays a entamé une nouvelle marche, la marche de la Turquie moderne à l'issue d'une guerre victorieuse et très ardue d'indépendance menée par le père fondateur de cette nouvelle Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. C'est ce jour-ci que notre nation s'est récréée comme le phénix des cendres d'un empire écroulé, envahi et partitionné. C'est ce jour-ci que notre État moderne a entamé sa longue marche pour atteindre le niveau de développement social et économique que notre pays a connu jusqu'aujourd'hui. Dans 5 ans, c'est-à-dire le 29 octobre 2023, nous allons célébrer le centenaire de notre République. Pour la nation turque, cette célébration était un événement particulier au cours duquel
Elle revisite son histoire et son présent en se projetant dans l'avenir en tant qu'une force sans cesse grandissante au service de son peuple et du monde tout entier. L'inauguration du désormais plus vaste aéroport du monde à Istanbul, berceau et carrefour des civilisations, ce même 29 octobre par le président turc lui-même, est une illustration de cette puissance qu'est la Turquie aujourd'hui, puissance avec laquelle le monde doit compter. Avec le Cameroun, la Turquie est un excellent partenaire. La coopération est multiforme, éducation, économie, culture, santé et agriculture, la liste est longue. Nous partageons plusieurs dénominateurs communs avec le Cameroun, qui continue avec assurance sa quête vers un avenir plus prospère et sûr, malgré la multitude de défis qui la rendent confrontée. Les défis du Cameroun sont nombreux. La Turquie, pour sa part, entend rester à ses côtés, a rassuré l'ambassadeur en le soutenant, par exemple, sans hésitation, dans la lutte contre le terrorisme et la violence sécessionniste. Toujours au Cameroun, pour l'exercice budgétaire de 2019, le gouvernement camerounais construira 3000 forages. Ce projet est classé prioritaire, se fera dans le Grand Nord. Les détails dans ce reportage signé par Halid Mama. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou. Au sujet de ce projet de création de 3000 forages dans le Septentrion, un atelier s'est tenu le 4 juillet dernier à Yaoundé. À l'issue, les participants ont fait relecture du dit projet. Il s'agit précisément de 3000 forages équipés de pompes à motricité volontaire dans le Grand Nord. Cette initiative, qui est une promesse faite par le président Paul Biya, viendra réduire le taux de déshydratation connu dans ces localités. Déjà en 2016, un accord relatif au projet a été signé entre le gouvernement camerounais et un consortium d'entreprises formé par une société étrangère. Sans oublier 2 autres sociétés chinoises et une petite et moyenne entreprise locale. Au Bénin, donc, nous nous intéressons à l'économie. Une mission du Fonds monétaire international était dans le pays de Patrice Talon du 14 au 29 octobre 2018. Et donc, au cours de leur visite, à la fin de leur visite, ils ont donc rendu public leur rapport. C'est un reportage signé par Junior Wafo. Le projet de budget 2019, les récents développements économiques et financiers ainsi que les politiques nécessaires pour favoriser une croissance inclusive, préserver la viabilité de la dette, améliorer la gouvernance et promouvoir la stabilité financière. Tels étaient les sujets à l'ordre du jour entre le gouvernement béninois et la délégation du Fonds monétaire international conduite par Luc Hérault à Cotonou. Au sortir de cette rencontre, les 2 parties ont pu s'accorder sur les différents aspects de la 3e revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI, ceci en attendant la réaction de la direction et du conseil d'administration en décembre prochain. Pour ce qui est de la croissance du pays, l'institution affirme être très satisfaite car avec ses 5,8% en 2017, elle est restée très forte et devrait même atteindre les 6% en 2018. Au-delà de cet état des lieux, les émissaires du FMI ont longuement discuté avec les autorités béninoises de la loi des finances 2019 en saluant les efforts de mobilisation des recettes budgétaires internes. Enfin, l'institution a encouragé l'État à poursuivre ses efforts en matière de renforcement de la gouvernance, d'amélioration de l'environnement des affaires, d'accès à l'électricité et de lutte contre la corruption, sans oublier la gestion des dépenses publiques. En Afrique, donc, il s'est tenu ce 30 octobre 2018 en Allemagne, la conférence du G20 Afrique. Et donc, cette conférence a pris fin ce jour, le 31 octobre 2018, et elle regroupe environ 11 pays africains. Quelles étaient donc les initiatives de cette conférence G20 Afrique? Élément de réponse dans ce reportage de Halid Mama. Faire accroître les investissements, le développement des infrastructures et la création d'emplois sur le continent africain sont là quelques objectifs du G20 Afrique. Ce cadre d'échange avec les institutions financières internationales, les entreprises et les autorités allemandes est placé sous le thème « Promotion et investissement privé et participation économique dans les pays africains
par la coopération entre le G20, les États africains et les banques de développement. L'initiative lancée par la chancelière allemande Angela Merkel vise à promouvoir les investissements privés en Afrique. Depuis son lancement en 2017, le partenariat G20 Afrique a suscité de grands intérêts, tant pour les initiateurs que pour les bénéficiaires. Le dernier en date, le financement de 100 000 systèmes solaires domestiques hors réseau décrochés par le Togo. L'on compte dans ce sommet une douzaine de pays africains représentés par leurs chefs d'État, à savoir le Mali, le Ghana, le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Éthiopie, la Tunisie, le Rwanda, le Bénin, le Togo et le Sénégal. En Côte d'Ivoire, le président de l'administration de la MUJEFSI était donc face à la presse nationale et internationale il y a seulement quelques jours. Et il a profité pour faire le bilan de cette première année de gestion de l'entreprise. Il a également profité pour présenter un nouveau produit aux Ivoiriens. C'est un reportage de notre correspondant Isaac Tao et Sarah Adouko. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJEFSI, a organisé un déjeuner de presse ce mardi 30 octobre pour dresser le bilan partiel de ses activités depuis leur prise de fonction en septembre 2017. En effet, le président du conseil d'administration, Mesme Komwe, a présenté la MUJEFSI et a fait le compte-rendu de ses 1 an de fonctionnement. En 1 an, qu'avons-nous réalisé? Au niveau de la promotion des valeurs mutualistes, nous avons déjà formé les différents organes de gestion et de contrôle sur les règles de la mutualité sociale. Donc, dès notre prise de pouvoir, les différents membres de ces différents organes ont été formés, et bien formés d'ailleurs. Nous avons également procédé à la formation des membres des bureaux des conseils consultatifs locaux, également sur les règles de la mutualité sociale et les bonnes pratiques mutualistes. Les conseils consultatifs locaux sont les prolongements du conseil d'administration. Donc, c'est une forme de structure déconcentrée de la MUJEFSI à l'intérieur des différentes régions et départements de la Côte d'Ivoire, mais également à l'intérieur de certaines communes et sous-préfectures. Lorsque nous sommes arrivés, conformément aux pratiques de bonne gouvernance, nous avons organisé un état des lieux. Ça nous a pris, mine de rien, 6 mois. Parce qu'on a voulu avoir un état des lieux des plus sincères, des plus fidèles. Donc, un audit technique sur l'ensemble de notre système d'information a été commandité. Un audit général qui concernait donc... En Gambie, cette fois-ci, le pays a recommencé à délivrer les cartes nationales d'identité biométrique. Et donc, la délivrance de ces cartes suscite plusieurs réactions au sein de la population. C'est du moins ce que nous fait savoir Junior Wafo dans ce reportage qu'il signe. Il aura fallu aux Gambiens attendre 2 ans pour être à nouveau en possession d'une carte d'identité nationale biométrique. Et c'est la société belge Semlex qui a la charge de la fabrication de ce précieux document. Présente en Gambie depuis quelques années déjà, Semlex avait obtenu en 2015 le contrat de fabrication des cartes d'identité, mais n'avait pas eu le temps de s'installer car le contrat avait été rompu par l'ex-président Yahya Jammeh. C'est donc après l'annonce de son retour dans le pays en juillet dernier que l'Assemblée nationale décida d'ouvrir une enquête parlementaire sur l'attribution de ce contrat. En concurrence avec la société gambienne Pristine, Semlex avait refusé de soumissionner à un appel d'offres. Pour Kim Bengtal, conseiller juridique au ministère de la Justice, les données et la propriété intellectuelle étant la propriété exclusive de la Gambie, il n'y aurait pas raison de s'inquiéter. Et malgré les divergences au sein de la classe politique gambienne, le groupe Semlex a commencé il y a 2 semaines la distribution des cartes nationales d'identité. Nous terminons avec la page étrangère dans ce bulletin d'information et c'est en Inde où donc la plus grande statue a été inaugurée ce 31 octobre 2018. Un monument qui devrait attirer des dizaines de milliers de touristes chaque année mais qui s'attire déjà les foudres d'une partie de la population. Ceci à travers son impact environnemental et économique pour les tribus locales privées de leurs ressources traditionnelles mais aussi et surtout en raison de la récupération politique d'un grand
homme d'État au profit du parti au pouvoir. Ce projet gigantesque n'est pas fait au hasard. La statue titanique a été érigée dans le Gujarat, l'État d'où sont originaires Sardar Paltek est le premier ministre du pays. La taille du monument n'est pas non plus une coïncidence. 182 mètres correspond au nombre exact de députés que compte l'Assemblée législative de l'État de Gujarat, qui a longtemps été dirigée par Narendra Modi. Enfin, le choix du personnage est tout un symbole. Vallabhbhai Patel, l'homme de fer, a joué un rôle clé dans la construction nationale, d'où l'intérêt que lui porte le parti au pouvoir. C'est sur ce que nous mettons un thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.